Fin hier à Libreville de la deuxième édition du New York Forum Africa, le président ivoirien Alassane Ouattara a prononcé un important discours sur l'avenir du continent noir. Pour lui, il faut aller rapidement à l'industrialisation. Bientôt la fin du calvaire des populations de Bouaké. La voie principale est en réflexion. Ces travaux rentrent dans le cadre du programme d'entretien routier de la nationale A3. Journée mouvementée en Turquie. Deux puissants syndicats turcs ont lancé ce lundi matin un appel à la grève générale pour soutenir le mouvement de contestation contre le gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Depuis samedi, le président de la République, Alassane Ouattara, est à Libreville. Il a pris part à la deuxième édition du New York Forum Africa devant près de 700 décideurs de divers secteurs d'activité. Le président ivoirien a prononcé un important discours sur l'Afrique. Selon lui, le continent noir doit aller rapidement à l'industrialisation et résoudre le problème du chômage des jeunes. Le compte-rendu d'Awa Touré. New York Forum Africa 2013, dernier acte ce dimanche 16 juin avec la cérémonie de clôture de cet espace de réflexion dédié au développement de l'Afrique. Pendant 3 jours, près de 700 participants, parmi lesquels des prix Nobel, des sommités de l'économie et des finances et des chefs d'État, ont mené des débats intenses et fructueux sur les conditions de l'émergence de l'Afrique, un continent qui dispose d'immenses ressources naturelles et qui connaît une croissance soutenue dans un contexte de crise internationale. L'Afrique, selon le président de la République Alassane Ouattara, est mieux entrée dans le 21e siècle qu'elle est sortie du 20e siècle. Pour lui, cet environnement favorable ne doit pas occulter les défis auxquels les pays africains doivent faire face. Notre continent demeure confronté à de nombreux défis et il nous faut faire en sorte d'assurer à nos populations une sortie de la pauvreté. Ce forum vous a permis de les évoquer. Je voudrais pour ma part m'appesantir sur 3 questions qui me paraissent essentielles. Il s'agit d'abord de l'industrialisation du continent, de l'intégration et enfin des questions de la jeunesse. La croissance africaine reste encore tributaire du poids des matières premières. Nous devons aller vers l'industrialisation. Et s'il manque quelque chose à notre continent, c'est la transformation de nos matières premières. Car il est essentiel de faire de la valeur ajoutée sur nos matières premières. Et ceci nécessite bien évidemment la mise en place d'industries et surtout d'industries performantes. L'Afrique est un marché en pleine croissance et nous devons faire en sorte de multiplier les échanges entre nos pays. Et d'ailleurs, voyez l'expansion de l'Europe. Ensuite, l'expansion en Asie. L'expansion dans ces continents est partie d'abord du commerce à l'intérieur de leur zone. Donc, nous devons travailler à l'intégration régionale. Et ceci est indispensable car le potentiel de croissance est là. Et les potentialités, les opportunités sont nombreuses. L'intégration régionale nous permettra de lutter efficacement également contre les nouvelles menaces qui, malheureusement, hypothèquent nos efforts de développement. L'Afrique devra compter 2 milliards d'habitants en 2050, dont une importante population de jeunes, avec ses impatiences et son désir de modernité. Si la jeunesse est un atout économique majeur, elle peut vite représenter une bombe sociale face au chômage, à l'insécurité et à l'absence de perspectives et d'opportunités. L'embellie de nos économies nationales doit donc permettre de renforcer l'éducation et la formation de notre jeunesse et de créer des emplois conformes aux attentes de la jeunesse.
Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, hôte du New York Forum Africa, a relevé pour sa part que tous les indicateurs attestent de la capacité de l'Afrique à emprunter la voie de l'émergence. Les femmes africaines, la jeunesse africaine, les populations de notre continent méritent un nouveau leadership qui vise à placer le citoyen au cœur de l'action politique pour une société plus juste, solidaire, entreprenante, responsable, mais aussi démocratique. Conscient du rôle clé de la jeunesse dans nos stratégies de développement et du taux élevé, malheureusement, de chômage des jeunes en zone CEMAC comme en Afrique, la conférence des chefs d'État réunie en session extraordinaire à Libreville le 14 juin 2013, a décidé de la mise en place d'un fonds de 200 millions de dollars US destiné exclusivement à la création d'emplois jeunes. Pour l'organisateur du New York Forum Africa, Richard Atias, homme d'affaires franco-marocain, l'Afrique est appelée à devenir l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale. Le président de l'Assemblée nationale était récemment au Sénégal où il a parlé de coopération parlementaire entre Dakar et Abidjan. Ce Guillaume a également fait le pèlerinage sur l'île des esclaves de Gorée. Il a rencontré la communauté ivoirienne. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Victorine Yaouyoboué. Nous autres de Côte d'Ivoire, quand on vient au Sénégal, on a le sentiment que tous les Sénégalais sont musulmans et on constate qu'il y a une communauté chrétienne vivante, forte au Sénégal et je pense que c'est une très bonne chose. Guillaume Soro est lui-même chrétien catholique et ancien séminariste. Il a donc eu le temps de ressentir cette vivacité chrétienne au cours de la visite de la cathédrale du Souvenir africain de Dakar en compagnie du cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont pu ainsi se recueillir sur Notre-Dame de la Victoire, la chapelle du Saint-Sacrement, et s'incliner sur la tombe du cardinal Hyacinthe Thiandoum, l'un des bâtisseurs de l'Église catholique au Sénégal. Tout en rappelant les liens historiques entre les peuples ivoiriens et sénégalais, le cardinal Adrien Sarr exhorte les politiques à ne pas perdre de vue l'essentiel, à savoir l'unité et la paix en Afrique. Après le recueillement à la cathédrale du Souvenir africain de Dakar, cap a été mis sur un autre sanctuaire du souvenir africain. Il s'agit de l'île des esclaves de Gorée. Malgré le nombre de siècles passés depuis l'abolition de l'esclavage, quiconque visite la chambre des femmes, des enfants, des récalcitrants et se projette dans cette allée appelée la porte sans retour ne peut qu'être étreint par l'émotion. Ce fut le cas pour les parlementaires ivoiriens. J'ai pu constater de moi-même comment nos ancêtres ont enduré autant de souffrances. C'est pourquoi je pense que au-delà des récriminations, pour des hommes politiques comme nous, qui devront savoir que la chose politique recommande qu'on travaille plutôt pour l'épanouissement de l'homme. De retour de l'île de Gorée, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec la communauté ivoirienne vivant au Sénégal. Guillaume Soro leur a fait part des avancées dans le pays avant de demander leur implication dans le processus de réconciliation nationale, cher au président de la République, Alassane Ouattara. Retour en Côte d'Ivoire pour dire que le pont Henri-Konan Bédié prend forme. Les pieux devant soutenir l'ouvrage sortent de l'eau et le moins qu'on puisse dire, c'est que les travaux avancent. Ce n'est pas le ministre des Infrastructures économiques qui dira le contraire. Patrick Hachi était sur le chantier. Il a cité à la coulée du béton sur le premier pieu. Et Léon Brou nous en dit plus. Des ouvriers en activité, certains apprêtent la cage à béton, d'autres se tangent une pompe à béton. Ces exercices se déroulent sur la lagune Ébrié, site des travaux de construction du pont Henri-Konan Bédié. On se prépare à la coulée du béton dans les pieux, sorte de piliers pour soutenir le pont.
Sur les 120 prévus à cet effet, 4 sont déjà réalisés, 2 sur la digue, 2 dans l'eau. Faire les piles, ce qui permettra d'asseoir l'établier sur ces piles, et c'est l'avancement logique et normal. C'est 2 piliers par semaine, c'est des tabliers qui vont démarrer à être préfabriqués dès le mois de septembre et qui, j'espère, sans aucune faille, seront posés au mois d'octobre. Sur le chantier ce dimanche, pour s'assurer de l'avancée des travaux du pont Henri Konan Bédié, le ministre des Infrastructures économiques, le maître d'ouvrage. Une des étapes extrêmement importantes du chantier qui détermine le respect du délai, une de ces étapes-là a été vraiment enclenchée à bonne date. Les pieux, c'est ce qui sous-tend véritablement le tablier, donc la structure la plus importante du pont. Ces délais étant tenus, je confirme que à la faveur de cette visite, le délai qui a été donné de décembre 2014 sera également tenu. Réalisé à ce jour à 10%, le pont Henri Konan Bédié fait partie des ouvrages à construire dans le cadre du projet de l'autoroute Riviera-Marcory, lui-même exécuté à 50%. Ce projet va générer à terme environ 1200 emplois, dont 800 déjà effectifs. Comme pour dire que le démarrage en 2011 des travaux de réalisation de ces infrastructures évaluées à environ 130 milliards de francs CFA en valait le coût. Le deuxième titre de cette édition nous conduit à Boaké, toujours pour parler d'entretien routier. La voie principale de Boaké est en réfection et les travaux d'entretien rentrent dans le cadre du programme d'entretien routier de la nationale A3 qui part d'Abidjan à la frontière du Mali. Ami Sissoko et Kwadio Kwame pour les précisions. Le programme d'entretien routier 2012 vient d'atteindre Boaké. Depuis 2 jours, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la réhabilitation de l'artère principale de la ville. C'est le programme d'entretien routier volet route revêtue. Ça concerne ce qu'on appelle la nationale A3, c'est-à-dire la route qui part d'Abidjan jusqu'aux frontières nord du pays. Mais moi, la partie qui m'intéresse, c'est de Ngata de Likro jusqu'à 20 km de Ferké. C'est ce travail qui est en cours. Un soulagement pour les habitants de Boaké, après tant de péripéties, pour franchir ou contourner les nids de poules. Ça nous fait plaisir, très plaisir, parce qu'on n'avait même pas de route ici. C'est pourquoi je suis venu même pour voir le travail, si ça se fait très bien. Les voitures viennent, à chaque fois les motos tombent au carrefour là, donc comme ils sont en train d'arranger, en tout cas c'est une bonne chose. De Ngata de Likro à la frontière nord du pays, un tronçon de 270 km à réhabiliter qu'empruntent 1500 à 2000 véhicules par jour. Un projet initialement attribué à une première société, mais celle-ci ayant accusé un retard dans l'exécution des travaux, a été renforcé par 2 autres entreprises pour l'accélération des travaux. Les habitants de Boaké souhaitent voir plusieurs voies réhabilitées. Ça a mis du temps avant de venir, mais ce qui se passe actuellement, c'est une bonne chose. Si on peut faire dans toute la ville, surtout le carrefour, le Murukanga. Dans 2 mois, leur vœu sera exaucé avec la réhabilitation totale de toute la voirie de la ville et son équipement en feu tricolore, selon le directeur régional des infrastructures, Konaté Lasseni. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. L'édition 2013 a pour thème « N'asséchons pas notre futur » et l'objectif de cette journée est de sensibiliser l'opinion publique sur les risques liés à la sécheresse. Le message du gouvernement ivoirien est commenté par Francis Boifo. 6 millions d'hectares de terres agricoles disparaissent chaque année à cause de la progression de la désertification selon la Convention des Nations Unies pour la lutte contre le phénomène. Sur les 30 dernières années, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs périodes de sécheresse, dont les plus critiques remontent en 1982, 1983 et 1998. Les sécheresses ont déjà occasionné d'importants incendies de forêt et feux de brousse qui ont dévasté plus de 110 000 hectares de café cacao et plus de 67 000 hectares de forêt. 70% de la population dépendant des cultures de subsistance est menacée en raison de la perturbation des calendriers culturels. La lutte contre la dégradation des terres, la désertification et les effets de la sécheresse est l'affaire de tous et nécessite par conséquent une participation active de chacun d'entre nous et une coopération intense à tous les niveaux de décision et d'action.
Le thème de cette 19e édition de lutte contre la désertification est « N'assèchons pas notre futur ». Il invite à la conservation des terres, de l'eau et de leur utilisation durable. L'Organisation des Nations Unies indique que seulement 2,5% de toute l'eau disponible sur la planète est utilisable pour l'alimentation et la survie humaine. Les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves basés à Bondoukou ont été sensibilisés sur le respect du droit de l'homme et de l'enfant dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont été instruits par le Bureau régional des droits de l'homme de l'ONUCI. Le commentaire de Thérèse Diop-Boutapé. La conservation du parc national de la Komoué demeure une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Afin de mener à bien leur mission de protection de ce parc contre les agressions, les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, de Bondoukou, ont été instruits sur les obligations de protéger les droits de l'homme et de l'enfant dans les situations de maintien de l'ordre et dans l'application des lois. Lorsqu'on a une parcelle de pouvoir, la tentation est toujours possible d'en abuser. Il était donc bon qu'au niveau de la direction de zone nord-est, qui agit à l'intérieur du parc dans le cadre de la surveillance, de s'informer, de s'imprégner des droits de l'homme. 56 personnes ont pris part à cette formation. Elle était dirigée par le Bureau des droits de l'homme de l'ONUCI basé à Bondoukou. Dans notre travail quotidien, nous sommes confrontés à amener à faire comprendre aux populations que nous ne travaillons pas contre leurs intérêts. Puisque aujourd'hui, nous avons appris que là où il y a pouvoir, il y a confrontation de force. Et là où il y a confrontation de force, il y a abus d'autorité. La séance de Bondoukou sera suivie d'une autre à Bouna en direction du personnel des secteurs de Dabakala, Nassien, Kong, Teini. Et pour lutter contre la déforestation, l'insécurité alimentaire, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable propose la mise en place d'un système de surveillance spatiale des terres. Grâce à ce système, il sera possible de contrôler l'action de l'homme sur les ressources naturelles et de planifier le développement durable. Les explications de Marie-Laure Goran. La terre, l'eau, la faune, la flore. Des éléments de la nature qui subissent l'empreinte humaine à travers les activités agricoles et l'exploitation forestière. À côté de ces activités qui impactent la terre et les ressources naturelles à court, moyen et long terme, subsistent également l'exploration et l'exploitation minière. Face à cela, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable propose la mise en place d'un système de suivi spatial des terres. Un système qui permettra de contrôler les agissements de l'homme sur la nature et empêcher la dégradation de celle-ci. Cela nous permettra d'affecter nos terres. Vous savez qu'il y a une forte concurrence entre l'agriculture, la forêt et l'environnement. Donc toutes ces images spatiales nous permettront, à partir de ce comité interministériel, de planifier l'utilisation de ces terres pour qu'on sache où est-ce qu'on va faire l'agriculture vivrière, où est-ce qu'on va faire l'agriculture pérenne et où est-ce qu'on va protéger pour la forêt. Pour le succès du projet, un comité interministériel est mis en place. Son rôle, permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'informations spatiales pour une meilleure planification et gestion des ressources naturelles. Mutilation génitale féminine, mariage forcé et précoce, phénomène de l'enfant dit sorcier, utilisation des enfants à des fins de mendicité ou encore le travail des enfants sont les discriminations vécues par l'enfant africain. Discrimination dénoncée à l'occasion de la journée de l'enfant africain hier dimanche en Côte d'Ivoire. On s'intéresse à la célébration à Bouaké avec Kwadjo Kwame. Excision et VIH, viol et violence faites aux enfants. Traite et pire forme de travail des enfants et pratiques sociales et culturelles néfastes, sanctions judiciaires sont les 4 thèmes du panel à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain à Bouaké. Selon la directrice exécutive du Centre Solidarité Action Sociale de Bouaké, la situation des enfants de Bouaké reste préoccupante au sortir des 10 années de crise militaro-politique. 10 ans de crise, ça marque. Ces enfants ont été pratiquement sacrifiés sur l'autel de l'éducation. L'éducation n'était plus ce qu'elle était. On a pris, disons, d'autres habitudes où le plus fort c'est celui qui a l'arme, le plus fort c'est celui qui a de l'argent, alors qu'on a nos valeurs
qu'il faut réinculquer à ces enfants. Les enfants, eux, attendent beaucoup des adultes. Respecter les droits des enfants. Car nous, les enfants, nous sommes importants aux yeux de tous. Il y a des parents qui frappent les enfants. Et puis l'excision. Ça aussi, c'est une sorte de violence. Les enfants ont besoin de la protection des adultes. Ce panel a permis des échanges entre les enfants, les parents, les chefs traditionnels de quartier et les leaders religieux sur les conséquences de la maltraitance des enfants et les dispositions de la loi en Côte d'Ivoire relatives à la question. Et le gouvernement ivoirien invite tous les acteurs à plus d'engagement pour la protection des enfants. Le thème de cette journée de l'enfant africain édition 2013, éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective. À Miagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur l'élimination des travaux domestiques chez les enfants. Les précisions de Léon. Défilés et sketchs présentés par des enfants pour décrier leurs conditions de travail. Tout se passe à Petit Bondougou, localité à 18 km de la sous-préfecture d'Opuyo, département de Méagui. C'est la célébration de la journée mondiale contre le travail des enfants, une occasion pour l'ONG Femmes Action Développement de sensibiliser sur les travaux domestiques auxquels sont soumis les enfants. Pour la présidente Gogwa Dorothée, il faut préserver la dignité de l'enfant en lui interdisant l'accomplissement des tâches disproportionnelles à son âge ou à son physique. Avec le préfet du département, la présidente de l'ONG a indiqué que la place de l'enfant se trouve à l'école. Ils ont donc invité les parents à scolariser leur progéniture et à les protéger contre tout traitement humiliant, fait notamment de violences physiques. Ainsi parti pour la campagne de lutte contre l'asthme, une campagne média, télé et d'affichage lancée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il s'agit de vous sensibiliser sur cette maladie qui touche une frange de la population ivoirienne, comme nous l'explique Herman Yamia. Pensez à l'asthme. Avez-vous du mal à respirer? Moi, ça ne m'arrête pas. Message du footballeur professionnel, lui-même victime de l'asthme. Ce message va servir de support de campagnes médias télé et d'affichage dans tout le district d'Abidjan et dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. L'initiative du gouvernement ivoirien vise à sensibiliser la population sur les avancées de la recherche sur la connaissance de la maladie et la découverte de nouveaux traitements. De quoi réjouit l'association ivoirienne des asthmatiques qui se sentait marginalisée. Nous ne refusons pas de saisir cette perche et nous la prenons des deux bras. Cette perche, pour que nous puissions même faire notre bonheur, que les autorités fassent le bonheur à notre place. L'asthme est une pathologie fréquente en Côte d'Ivoire. 20% de la population en sont victimes. La prévalence en milieu scolaire est passée de 8% en 1998 à 15% en 2000. En milieu hospitalier aussi, il représente 5% des malades hospitalisés et 25% des patients vus en consultation de pneumologie. Le directeur général de la santé, représentant le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, exhorte donc les victimes à éviter tous les facteurs déclenchants. Les conditions telles que l'excès de poussière, le jeu avec les poils des animaux, quand on fréquente par exemple les fleurs, ce sont des déclencheurs, les allergènes qui favorisent les crises. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Bianca, lui dira qu'environ 235 millions de personnes dans le monde souffrent de l'asthme. 255 000 décès totalisés dans le monde en 2005 sont également causés par l'asthme. Et plus de 80% des décès dus à l'asthme sont enregistrés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'asthme ne se guérit pas, mais on peut, par une bonne prise en charge, juguler les troubles et donner une bonne qualité de vie à ceux qui en sont atteints, car selon les experts, les médicaments d'action rapide permettent de soulager les symptômes. Recueillir les préoccupations des populations en quête d'emploi ou de formation, c'est ce à quoi l'AGFOP invite les chefs d'entreprise, chefs de cabinet de formation et des responsables en charge des ressources humaines. L'Agence nationale de la formation professionnelle a organisé un séminaire pour leur expliquer l'ingénierie de la formation. Francis Boifo nous en dit plus. L'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP
est officiellement le cabinet d'ingénierie de l'État de Côte d'Ivoire. Selon le directeur général de l'AGEFOP, Traoré Bamoudien, la structure dispose désormais de compétences en ingénierie de la formation pour améliorer le rendement du capital humain des entreprises. L'ingénierie de la formation prend en compte les études pour analyser l'environnement économique et social, le conseil pour orienter les populations actives dans le choix des métiers, la conception pour élaborer le programme de formation et définir les moyens techniques et pédagogiques, l'évaluation pour apprécier la pertinence des actions, outils et dispositifs de formation. La GFOP a développé des outils qui peuvent nous être utiles dans la gestion des ressources humaines et je pense que ces outils sont utiles. Par exemple, au niveau de la direction générale des impôts, nous avons besoin de former des agents compétents. Nous sommes conscients que véritablement, si nous voulons atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, à savoir la formation administrative de l'ensemble des personnels du ministère de l'Éducation nationale, je dois dire que véritablement à ce niveau, ce séminaire est venu et est à point nommé. Et je pense que c'est une opportunité qu'il va falloir renouveler. L'AGEFOP dispose, en plus de l'ingénierie de la formation, d'une expertise en élaboration, de gestion et en évaluation de projets de formation professionnelle. L'Association des étudiants et stagiaires des domaines des mines géologie s'est donné pour mission de faire la promotion des géosciences et d'approfondir les connaissances en matière de débouchés. Et ces points ont été abordés au cours d'une conférence de presse suivie par Honorine Nigori. L'univers minier et pétrolier, quelle perspective d'avenir pour les étudiants et stagiaires du domaine des mines, géologie et pétrole? C'est ce thème qui a fait l'objet de cette conférence. Elle a été prononcée par Djabi Anissé, cadre à la Direction générale des hydrocarbures. Pour le conférencier, le secteur minier est le deuxième poumon de l'économie ivoirienne. Et ce doit d'être profitable pour ceux et celles qui embrassent ce secteur. L'univers minier et pétrolier, c'est l'ensemble des activités économiques et des disciplines qui se développent autour des mines et des hydrocarbures. Il y a des études de BTS, il y a des études d'ingénieurs aussi, il y a des études de master et il y a beaucoup de spécialités. Pour eux, ce sont des perspectives d'emploi en général. Donc, il faut d'abord qu'ils aient pu assimiler correctement leur formation. Il faut qu'ils connaissent les moyens que les entreprises utilisent pour pouvoir recruter leurs travailleurs. Il faut passer par un entretien. Ce sont des choses qu'ils ont besoin d'apprendre et de connaître. Quand ces choses-là sont assimilées, ils sont aux aguets pour pouvoir saisir les différentes opportunités-là. Malheureusement, quelques inquiétudes demeurent pour ces jeunes étudiants qui veulent y faire carrière, ce qui motive cette conférence. Nous attendons de l'État des prises en charge, des bourses d'études pour pouvoir poursuivre nos études à l'étranger. Nous attendons aussi que l'État s'imprègne de nos difficultés, que sont l'obtention du stage, pour avoir notre premier emploi, pour pouvoir valider nos diplômes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants qui ont fini leur formation et qui n'ont pas encore validé leur diplôme. Quand ils vont en entreprise, ils ne sont pas reçus par ces entreprises. À l'étranger, un accord peine à émerger des discussions de Ouagadougou entre le pouvoir malien et les rebelles Touaregs contrôlant Kidal dans le nord du Mali. C'est pire qu'un accouchement, soupire un négociateur. Les négociations doivent favoriser la tenue dans la ville de Kidal de la présidentielle prévue le 28 juillet prochain. Mais le consensus tant recherché n'a toujours pas pris forme. Journée mouvementée aujourd'hui en Turquie. 2 grands syndicats ont lancé ce matin un appel à la grève générale pour soutenir le mouvement de contestation contre le gouvernement qui a menacé de réprimer leur défilé en difficulté depuis l'évacuation de leur bastion du parc Gezi d'Istanbul. Les manifestants qui exigent depuis plus de 2 semaines la démission de M. Erdogan doivent recevoir le soutien de la Confédération syndicale des ouvriers révolutionnaires et de la Confédération syndicale des salariés du secteur public.
Les dirigeants des 8 pays les plus industrialisés se retrouvent ce lundi et demain mardi en Irlande du Nord. La Syrie ne figurait pas au programme officiel, mais elle sera bel et bien au centre des discussions et l'atmosphère risque d'être tendue. Le président américain Barack Obama est arrivé ce matin en Irlande du Nord, sa première visite dans la province britannique dont il a célébré le processus de paix avant de se rendre au sommet du G8. Direction Korogo pour parler de détection de talents dans le 7e art. Cette activité a connu un engouement chez les jeunes qui rêvent d'être des acteurs chevronnés. Le reportage de Ouattara Amadou Alter dans un commentaire de Diarasoula Larsand. Comment aider les jeunes férus du 7e art à avoir l'occasion de s'exprimer? Telle est la mission que s'est assignée une agence de production privée de la Cité du Poro. C'est à juste titre qu'elle a organisé un casting en vue de la détection de jeunes talents. Plus de 50 candidats venus de divers horizons de la région du Poro ont participé à Korogo, à cet événement culturel qui vise aussi la lutte contre le chômage à travers la promotion du cinéma au nord de la Côte d'Ivoire. L'initiatrice Kadi Koulibaly veut faire de cet événement une institution. Un message à l'endroit des jeunes, c'est de se battre, avoir du sérieux, la rigueur dans le travail. L'agence a pour but de pouvoir insérer tous ces jeunes dans le cinéma, parce qu'à la longue, c'est des choses qui rapportent. Outre le domaine du cinéma, une sélection rigoureuse a été faite pour des actions commerciales, l'accueil, mais aussi pour identifier des jeunes filles en tant qu'hôtesses. Tout ceci s'est déroulé sous l'œil vigilant d'un jury composé de partenaires exerçant dans plusieurs domaines d'activité, dont celui de la communication. Ces partenaires ont à présent des ressources humaines à leur disposition. Et c'est avec du cinéma que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Souvenez-vous de toujours aimer. À bientôt.